Bonjour et bienvenue dans l'épisode 107 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler évaluation, correction, créativité et motivation. Mes trucs de prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice dans l'enseignement. Et dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions, mes idées, mes découvertes, mes expériences pour réfléchir et faire réfléchir aux pratiques, mais également avec l'objectif d'apporter du mieux-être professionnel aux profs et par ricochet aux élèves. Dans cet épisode, je reçois mon ami Grégory Chaube qui est professeur de français depuis 15 ans et qui enseigne actuellement dans un collège en éducation prioritaire en région parisienne. Donc je connais Greg depuis le lycée et on pourrait parler de pédagogie pendant des heures. Et il y a quelques mois, on discutait du lourd labeur que représentent les corrections dans l'enseignement et notamment quand on enseigne au collège ou au lycée. Et j'ai terminé cette discussion en lui disant « Non mais Greg, je suis sûre qu'on peut réussir à évaluer autrement, même au collège, et qu'on pourrait y passer vraiment moins de temps et être plus efficace. Viens, on s'organise une session de brainstorming pour réfléchir ensemble. » Parce que moi, j'aime trop réfléchir et j'aime trop trouver des solutions alternatives à différents problèmes. Et donc, on n'a pas encore eu le temps de faire cette session de brainstorming créatif. Mais par contre, Greg, il a cheminé de son côté et il a testé un truc en classe avec ses élèves de 3e. Et quand il m'en a parlé il y a quelques semaines, je lui ai dit, écoute, c'est top, faut trop qu'on enregistre ensemble un épisode pour que tu racontes tout ça. Et donc, voilà pour le contexte. Et là, je vous laisse écouter notre échange. Bonjour Grégory. Bonjour et merci de me recevoir dans le podcast. Ça me fait super plaisir. Merci. Moi, je suis hyper contente de te retrouver une deuxième fois. J'espère qu'il y en aura d'autres, des épisodes. Mais avec plaisir, ouais. C'est toujours super intéressant de partager. Dans l'objectif de justement, d'essayer de un peu, on a dit, démystifier un truc autour de l'évaluation. On en avait parlé ensemble il y a un petit moment. Alors en fait, moi j'ai longtemps réfléchi, je suis dans une problématique, comme beaucoup d'enseignants j'imagine, qui va être le temps. On est aussi à des étapes de notre vie qui, avançant en âge, avec une famille, un foyer, etc., on voit le vortex se rapprocher de nous en termes de temps. On a du temps qui est absorbé par plein de choses annexes. Et du coup, pour travailler, on essaie d'optimiser, d'essayer de ménager le meilleur espace-temps possible. Ce qui est vraiment un très grand défi à relever. Et moi, c'est vrai que quand j'ai des paquets de copies en attente ou quand je me dis il faut que je corrige, etc., je suis déjà en train d'angoisser à l'idée en fait du temps que ça va me prendre et j'anticipe en fait le temps que ça va me prendre par rapport à... alors des fois, j'en viens même à calculer le nombre de minutes que je mets sur une copie ou de témoins pour me dire ok, il faut que je mette un peu moins que ça, ou si je dépasse ce temps-là, c'est trop. Et donc, il y a cette première notion de temps qui a joué beaucoup sur cette espèce de modification de mon regard sur l'évaluation. Et puis, j'ai envie de dire presque plus important encore, parce qu'on va en reparler un petit peu après du temps, mais il y a autre chose, c'était la notion de plaisir. On en a parlé, la notion de plaisir à évaluer, la notion de plaisir pour les élèves pris pendant ce travail de créativité, de création, et à se faire évaluer eux-mêmes. Donc c'est un peu l'étalon, j'ai envie de dire, le premier conseil que je peux donner, c'est essayer de prendre plaisir à évaluer. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, je sais pas si les PE, je pense qu'il y aura beaucoup de PE qui écouteront cet épisode-là, mais de collègues dans le secondaire qui vont me dire quoi ? Prendre plaisir à évaluer, mais comment c'est possible ? Et c'est justement ça, le défi à relever en fait. Donc voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Ouais. Donc en fait, on s'est quitté sur une première conversation où je t'ai dit, mais en fait, Grégory, il faut trop qu'on réfléchisse à comment on peut envisager l'évaluation autrement pour que ça prenne moins de temps, pour y retrouver du plaisir, du sens, etc. C'est ça, ouais. Et puis ensuite, la fois d'après, quand on s'est vu, tu m'as dit, mais voilà, j'ai testé ça en classe. Je me suis dit, mais c'est trop bien, il faut qu'on en fasse un épisode. Donc c'est de ça qu'on va parler là maintenant. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as mis en place en gros ? Alors, si je présente rapidement, pour pas que ce soit trop long, en fait, j'en avais un petit peu assez de pas savoir comment évaluer la lecture. Tu as fait des épisodes là-dessus qui sont super intéressants, mieux lire, etc. Et comment vraiment restituer une lecture, faire sens avec une lecture, etc. Et c'est un peu notre problématique, nous, en tant qu'enseignant en lettres modernes et en
dans le second degré, c'est faire lire les élèves, c'est un vrai défi déjà, hein, il y a ce problème-là, mais bon, on va pas y revenir maintenant. Et puis c'est après restituer, comment faire pour restituer. Et j'avais pas envie de faire quelque chose de rébarbatif et de dire, bon bah les gars, contrôle de lecture, on y va, allez, vous mettez 1 heure en DM, en devoir sur table en classe, et puis en plus on prend 1 heure de notre temps de cours pour faire ça, et puis voilà. Bon, c'est un système que tout le monde fait, et moi je l'ai fait pendant longtemps, hein, ça fait 15 ans que je suis enseignant maintenant, et c'est vrai que là j'ai envie de mutation dans ma façon de voir la chose. Et du coup, j'ai dit aux élèves, bah, moi je vous propose de faire des fiches de lecture, puisque je vous conseille d'en faire des fiches de lecture souvent, et très souvent pour s'approprier un récit, un roman, là en l'occurrence, c'est deux romans très courts que je vais présenter en 2 mots. Donc il y a Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, qui a été publié en France dans les années 2000 après un long oubli après sa parution en 1938. Et puis l'autre livre, c'est un livre que j'ai découvert moi-même en 4e, que j'ai adoré en 4e, L'ami retrouvé de Fred Houlman. Voilà, et qui a été publié dans les années 60 si ma mémoire est bonne. Et du coup, les 2 romans sont construits sur des personnages qui ont des relations entre eux. Et comprendre l'œuvre, c'est comprendre comment fonctionnent ces personnages. Et moi, je voulais pas qu'il me fasse un résumé de l'histoire, tu vois. Je voulais qu'il me fasse quelque chose qui permette de naviguer dans l'œuvre. Donc, je voulais qu'il y ait une fiche de lecture qui soit intelligente et qui soit en même temps créative. Et donc, je leur ai dit, bon, évidemment, un peu comme tout le monde, hein, je suis allé voir sur les réseaux, je suis allé voir un petit peu partout ce qui se faisait. Les collègues sont très créatifs, donc on prend un petit peu ce qu'on trouve de mieux un peu partout. Et je leur ai dit, bah, vous allez me faire à la base, j'avais cette idée de carte d'identité des personnages. Le problème, c'est qu'il y avait plein de personnages et il fallait se focaliser sur des personnages essentiels de l'histoire. En l'occurrence, dans chaque récit, il y en a 2, 3 max, donc ça passe très très bien. Et voilà, donc je voulais qu'ils me racontent l'histoire au travers ces personnages. Et je leur ai dit, voilà, c'est ça qu'il va falloir que vous me fassiez. Je veux pas un résumé de l'œuvre, je veux pas 3 pages doubles de récit de l'histoire avec les moindres détails. Je veux que vous soyez capable, en tant que bibliothécaire, par exemple, de faire une fiche coup de cœur avec un personnage. Je passe devant le rayonnage, le livre, je suis capable de comprendre ce que c'est que l'ami retrouvé, inconnu à cette adresse, par le prisme de ces personnages. Est-ce que ça vous chauffe? Voilà, je leur ai dit ça comme ça. Est-ce que vous êtes intéressés? Est-ce que ça vous va, quoi? Et du coup, les élèves m'ont dit, bah ouais, on pense que ça va nous intéresser. Et voilà, c'est comme ça que tout est né. Et je me suis dit, le but, c'est que vous preniez plaisir à faire ce truc-là et que vous soyez créatif. Et que moi, je prenne plaisir à vous corriger parce que moi, je suis assez honnête avec eux et transparent. J'en ai marre de corriger des trucs qui sont toujours les mêmes, qui sont dans un standard de correction ou dans un standard attendu de compétences, etc. Et j'ai envie un petit peu de sortir de ces corrections rébarbatives et que vous me vendiez du rêve, quoi. Soyez créatif. Donc ça, c'est un peu pour la présentation du dispositif. Comment ça s'est passé après concrètement? Concrètement, je leur ai dit, bah voilà, on est en demi-groupe aujourd'hui, on est en AP, donc justement, si vous voulez, on va préparer notre DM, notre devoir maison ensemble. Ok, comment on fait, monsieur? Bah, moi, je prends l'ordinateur, j'avais ma mouture qui était plus ou moins prête, il fallait juste qu'on rentre les critères. On a écrit, en fait, la petite consigne ensemble, donc c'était une consigne collective. Oui. C'est nous qui l'avons élaboré, les élèves l'ont élaboré, moi je leur ai juste donné la trame, voilà, fait une présentation des personnages pour chaque œuvre. Et après, eux, ils ont complété. Âge, qu'est-ce qu'on peut mettre? Âge, description, physique, bah ouais, si tu l'as pas, comment tu fais? Bah on va inventer, bah ouais, tu peux inventer. Et son âge, alors, tu le connais ou par rapport à tes lectures, est-ce que tu peux faire des hypothèses? Bah, je sais pas trop. Ouais, mais regarde, là, cette date-là, il a quel âge à cette date-là? Donc là, il a quel âge? Ok, bah, je peux faire cette hypothèse, il a peut-être 43 ans. Ok, bah, vas-y, il a 43 ans. Fais des hypothèses. Origine, religion, il y a des trucs qui sont acquis dans l'histoire, mais il y en a d'autres qu'il faut que tu inventes. Ok, ça, c'était la consigne. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin du récit, etc. Bon, voilà. Les attendus dans la consigne, et après, comment on s'évalue? Et du coup, j'ai dit aux élèves, là, moi, ce que je veux avec ce groupe, c'est que vous me pondiez des critères d'évaluation. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a l'habitude de faire ça, de donner des critères aux élèves. Ouais. Mais là, la variable, ce que tu as ajouté, c'est que du coup, c'est eux qui les ont construits. Quoi. Ils avaient carte blanche, c'est-à-dire que je leur ai dit, bon, après, évidemment, on fait l'arbitre, comme d'habitude, mais il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit que ça marchait bien, ça prenait du temps de le faire, mais que ça marchait bien. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà essayé de le faire sur la poésie. C'était plus difficile, mais là, en l'occurrence, ça se prêtait très, très bien au jeu. Et ils ont été assez lucides d'ailleurs sur... en fait, quand tu leur demandes de prendre la posture d'un correcteur, d'un évaluateur, si je puis dire, ou d'une évaluatrice,
ils ont une acuité qui est incroyable. Genre, ah mais monsieur, on peut pas mettre autant de points pour tel truc, c'est pas possible, c'est pas cohérent par rapport à notre évaluation. Et ils sont vraiment, faut leur faire confiance, ça marche extrêmement bien. Donc avec un demi-groupe, eh ben, ils m'ont pondu un critère en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items, sachant qu'ils ont à peu près des items qu'ils connaissent dans mes évaluations, parce que c'est à peu près toujours les mêmes. Mais là, ils ont modifié certaines choses. Et en fait, une fois qu'on a terminé de faire ça, avec l'autre groupe, qui venait juste à l'heure d'après, donc c'était très bien de battre le fer tant qu'il était chaud, on a pu justement corroborer, ou voilà... Comparer en tout cas les... Comparer, infirmer, ou voilà, affirmer ce que les autres avaient dit. Et puis... moi, j'ai pris le travail. Donc, eux, ils avaient ce truc-là en squelette, tu vois, le document consigne en squelette sur lequel ils avaient pris en note pour justement ce que tu disais après, pouvoir s'auto-évaluer, voir quand je leur rendrai leur copie, bah ça, comment il l'a noté, moi, comment est-ce que je m'évaluerais, tout ça. Ça, c'est un travail que tu peux faire encore après coup. Et le lendemain, moi, j'ai tout mis au propre. Et en classe entière, j'ai présenté le document. Ils l'ont vu, ils ont dit « Ok, monsieur, c'est bien, nickel, etc. » Et à partir de ce moment-là, je leur ai dit « Ok, bah, à partir de maintenant, à la date anniversaire plus 7, donc dans 7 jours, la semaine prochaine, vous avez vous me rendez votre création, votre travail, vous me le rendez. » Et du coup, c'est comme ça que le truc est né. Donc attends, si je reformule, en fait, tu leur as donc proposé le projet. Ouais. Le premier groupe a rédigé les critères d'évaluation et proposé un barème. Ouais. Le deuxième groupe, il est reparti directement de la proposition du premier groupe. Il n'a pas eu à travailler le barème. Ils ont modifié certaines... on a modifié la consigne. Il y a quelques trucs qu'on a rajoutés dans la consigne. D'accord. C'était intelligent parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées, tu vois. Monsieur, quel support on peut utiliser, tu vois. On a rajouté, tu peux utiliser les matériaux que tu souhaites, papier, carton, support, haute, photo, collage, trombone, agrafe, etc. Des choses assez pertinentes. Et sur le barème, ils ont modifié certaines choses. On a ajusté le barème. Je crois pas qu'on ait rajouté d'items dans le barème en plus. Ouais. Bah, du coup, là, ce qu'il faudrait garder, en tout cas dans ce dispositif-là, c'est l'idée vraiment que les élèves, ils ont co-créé la consigne avec toi. Ils ont participé à la création de cette consigne. Et ce qui change un peu de quand tu reçois une consigne et que tu dois l'expliquer, l'expliciter, etc. Ça veut dire que là, ils ont vraiment participé à la rédaction de la consigne et tous les aspects. Et je trouve que ça peut aussi leur apporter la capacité à aller lire d'autres consignes et à aller chercher dans les détails. C'est-à-dire que quand tu as été en posture de créer une consigne et de penser ta consigne, peut-être que tu les lis aussi autrement. De concepteur, en fait. Ouais, ça, c'est un truc qui est important à dire sur la consigne, mais je pense qu'il y a d'autres sujets de réflexion là-dessus, enfin d'autres points de référence là-dessus, mais c'est vrai que la consigne, c'est un peu le nerf de la guerre chez les enseignants, et quand ils se trouvent dans la phase de concepteur, je pense qu'effectivement, pour les plus cortiqués d'entre eux, ils vont être extrêmement attentifs à l'avenir, à des choses qui vont reposer notamment sur l'implicite de la consigne, etc. Tu vois. Sur ceux qui sont plutôt dans le déchiffrage brut de la consigne, ils vont quand même se dire, ok, bah, il y a quand même quelqu'un qui a conçu une consigne. Il y a déjà, ta mission est réussie en ce sens où bah, l'élève, il se dit, il y a une consigne qui est rédigée, combien il y a de parties à lire dans la consigne, et ensuite, où sont les attendus précis de la consigne, la production concrète, où est-ce qu'elle est dans la consigne, est-ce qu'il y a un thème général, où est le barème, enfin voilà, ils ont compris comment est-ce qu'elle a été déjà organisée. Et ça leur donne accès à l'intention, en fait. Oui. Ça leur donne accès au fait que, ben oui, derrière une consigne, il y a des intentions, il y a des attentes, il y a une réflexion de, ben, on veut te faire ça, on attend ça de toi, donc voilà comment on le formule, voilà les autorisations qu'on te donne, les contraintes qu'on te donne, etc. Et je trouve ça intéressant, en tout cas, de les mettre dans cette posture de création de consignes. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on pense à faire régulièrement. Et là, de se dire, créons un sujet, créons un projet, créons une consigne. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, ils ont été vraiment réfléchir et créer réfléchir aux critères de réussite qui sont transparents, mais qui sont aussi conçus et négociés, en fait, quelque part. Oui. Donc ça, c'est le deuxième point peut-être qu'on peut garder du dispositif que tu es en train de nous présenter. Et puis le troisième point, c'est la question du barème, où il y a une vraie négociation, une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, à quoi je fais attention, etc. Et c'était, comme je te disais, ils ont une appréhension assez fine, il n'y avait rien qui était disproportionné. Des fois, tu vois, j'ai joué un peu le comédien en leur disant, bon allez, on va mettre 4 points là. Et j'attendais de voir leur réaction. Je disais, mais monsieur, mais non, c'est trop. Tu vois, tous les personnages sont présentés dans les œuvres. Combien on met
pour être sûr que vous soyez bien noté sur la présentation globale, que vous n'oubliez pas un personnage central d'une des deux histoires, tu vois. 5 points, monsieur, c'est trop, il y a 4 personnages, on va pas non plus mettre, tu vois. Ils étaient fins sur leur façon d'appréhender la chose, et c'est pour ça que je pense qu'aussi, il y a aussi à apprendre à se faire confiance et à faire confiance aux élèves. On en parlera un peu, c'est ce qui vient après sur l'idée de lâcher prise. En fait, il est vraiment bivalent, c'est-à-dire que il va toucher l'enseignant là qui va procéder à cette évaluation un petit peu différente, mais vraiment, eux aussi, ils sont en mode... ok, on se détend, ça va bien se passer par rapport à ça, et le prof nous fait confiance. S'il nous fait confiance, et je pense que c'est vraiment le gage de la réussite de ce truc-là. Moi, je leur ai dit, je vous fais confiance, vendez-moi du rêve, épatez-moi. Je veux prendre du kiff à corriger, je leur ai dit comme ça, hein, vraiment textuellement, je veux prendre vraiment plaisir à corriger vos trucs, et d'ailleurs, quand ils me les ont rendus, je leur ai dit, vous m'avez vendu du rêve, je suis vraiment pressé de corriger vos copies. Et je pense que ça, en 15 ans, j'ai dû le dire 10 fois, tu vois. Et donc là, tu leur donnes 7 jours. Tu dis que cette temporalité-là, ça avait joué aussi, il y avait eu un impact en termes de motivation sur la durée et le rendu des productions. Totalement. En fait, moi, je suis confronté depuis quelques années de manière un peu plus chronique, en fait, à un essaimage, si je peux dire, des rendus de copies comme ça qui me font perdre l'appétence déjà de la correction qui est déjà très, très faible, mais qui en plus, voilà, tu sais plus à quel sein de voix, tu sais, attends, il est dans quelle classe déjà, il me l'a rendu quand, mais pourquoi il me l'a rendu 3 jours après, et lui, il me l'a rendu 2 semaines après, mais pourquoi il était absent, il était malade, et du coup, bon, tu dois être un peu radical dans ta façon d'être, et je leur dis, là, tu vois, pour la rentrée, par exemple, je leur dis, vous me rendez cette rédac, je ne prendrai pas de devoir après, je suis désolé de vous le dire, mais ce sera 0, il n'y aura pas de devoir après, sauf justification vraiment... médicale, quoi. Voilà, médicale et confirmée. Et là, en fait, alors il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme je le disais. Voilà, sur la temporalité que je leur donnais, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Pas 15 jours, pas 3 semaines, 7 jours. La semaine prochaine, même séance, vous me le rendez. Et en fait, j'ai eu tous les devoirs qui m'ont été rendus. Et ça, je pense que c'est ce que les collègues entendront là, c'est que j'ai eu tous les devoirs qui m'ont été rendus. J'ai eu une élève qui était absente le jour du rendu, elle est revenue 2 jours après avec sa justif médicale, et la première chose qu'elle a fait en entrant en classe, c'est me donner son rouleau d'affiches de recherche des personnages, enfin voilà. Donc, il y a eu vraiment un effet sur la motivation, c'est-à-dire que là, ils se sont emparés vraiment de ce que tu leur as donné, parce que puis cette idée de temporalité, c'est-à-dire qu'ils sont ressortis des cours en demi-groupe là avec un objectif, suffisamment de temps pour pouvoir le faire, mais pas trop longtemps pour procrastiner. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, donc on s'y met, c'est pour dans une semaine, et puis motivé avec aussi de la clarté dans ce qui était attendu et dans ce qu'ils pouvaient faire. Peut-être même déjà avec des idées, on peut même supposer qu'ils s'y sont mis tout de suite, quoi. C'est ça. Et je pense que cette émulsion, elle a eu lieu là aussi à ce moment-là, où je leur dis, voilà, là vous êtes en demi-groupe, avec qui, là vous avez, il y a des grèves, il y a des heures de trou, avec qui vous pouvez commencer à trouver des idées au CDI, etc. Et tu vois, il y en avait, ils étaient déjà en train d'écrire, je leur avais fait un petit espace note sur leur première feuille. Il y a des élèves qui les ont mises dans leurs travaux. Donc c'est super intéressant. J'ai une idée de faire une boîte dans laquelle, tu vois, et tu vois qu'en fait déjà là, tu avais l'embryon de la création qui s'est fait. Je suis désolé, t'es en contrôle pendant 1 heure, t'as pas le choix. Tu fais ton truc, c'est 55 minutes, tu regardes ton chrono en permanence, et toi, en tant que prof, t'es pris par le temps en leur disant « Allez, là, t'as pas commencé à écrire, ça fait 15 minutes, comment ça se fait ? Il te reste plus que 40 minutes et tout. » Alors que là, en fait, il y a un truc qui s'est activé, tu vois. Ouais. Et puis, enfin, ça me fait penser au processus d'idéation quand on est dans de la conception, dans du design et tout ça. Là, ils ont vraiment eu... en fait, c'était ouvert. Et c'est cette ouverture qui permet aussi la créativité. Donc, tu as balancé un truc, on a décortiqué le besoin, les contraintes, etc. Mais en fait, tu as créé de l'ouverture et de la liberté, et dont ils se sont emparés pour pouvoir ensuite aller créer des choses... Enfin, ils étaient autorisés, tu les as autorisés fait à aller faire de l'inattendu, à aller... Il n'y avait pas de bonne réponse attendue. Tu as demandé à ce qu'ils créent de la surprise, et donc du coup, ils sont allés chercher ça, et ça les a motivés. Et 7 jours plus tard,
t'as tous les devoirs. Tous. Et donc, qu'est-ce que t'en vois? Alors, moi, déjà de la fierté. Enfin, après, je parle de mes sentiments à moi en tant qu'individu et pas simplement en tant que prof. Le sentiment de réussite par rapport à une mission que je leur ai confiée et le fait de me dire, c'est bien de leur faire confiance, il faut plus leur faire confiance. Et puis, de toute façon, il y a cette question du lâcher-prise là qu'on va évoquer. Il faut un peu se détendre par rapport à ce qu'on attend. Moi, ça fait 15 ans que je suis enseignant en REP. Tu as envie de te dire, ok, qu'est-ce qui marche pas. Et je suis parti de ce postulat-là en me disant, bon, ok, on va peut-être prendre un petit peu de temps à corriger, quoique, en fait, c'est moins qu'un paquet de corrections de rédac, pour les collègues du secondaire, de troisième, c'est moins qu'une copie de rédaction. Hein. Mais voilà, c'est comment prendre plaisir et vraiment que les élèves se fassent confiance par rapport à ça. C'était ça mon seul étalon de valeur. Et du coup, ça s'est transformé en soyez créatifs. Vous avez le droit à tout. Voilà, vraiment, c'est là-dessus que j'ai insisté. Je suis même allé plus loin en leur disant, pour exagérer, tu sais, je fais un peu l'hyperbole du prof pour qu'ils comprennent, qu'ils mettent en scène, mais je disais aux élèves, ne me faites pas un truc sur une copie double, Hans, Conrad, machin, voilà, faites-moi un truc différent, quoi. T'as des élèves qui l'ont fait parce qu'ils ont toujours cette autorisation moins forte à se laisser aller parce qu'ils sont très scolaires et tout ça. Mais ils ont fait un travail de qualité. Ouais. Et ça les a tous mis en mouvement, tous mis en action. Et puis ça a développé, ça les a mis en confiance en fait. Oui. Ils savaient ce qui était attendu, ils savaient ce qu'ils avaient le droit de faire, ils connaissaient le barème à l'avance. Il y avait une espèce de transparence de tout, transparence des critères, transparence du barème, transparence des attentes, transparence des autorisations de ce que j'ai le droit de faire. Et donc ça a fonctionné. Ça roule, ça marche très très bien. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que tu fais un cours d'AP sur lequel tu travailles finalement la métacognition, le métalangage autour de la consigne, etc., mais tu perds pas 1 heure à faire un contrôle. Tu vois, en fait, pendant lesquels eux produisent, toi, tu les surveilles. Et là, tu sentais en partant qu'ils avaient compris, vraiment. Et du coup, sur le retour vraiment concret, il y a des élèves qui vraiment se sont investis. Tu sens qu'ils ont passé du temps. Ils ont pu utiliser en fait leur force. Leur talent, pour pouvoir mettre en avant et s'appuyer dessus pour pouvoir réussir. Quoi. Voilà. Ouais. Ils peuvent être super créatifs. En fait, il faut les mettre dans ce contexte-là, je pense, de création, pour que ça fonctionne. Du coup, à quoi ressemblaient globalement les productions, finalement ? Tu en as un peu parlé. Ouais, alors j'avais le premier que j'ai corrigé, c'était un rouleau d'affiches Wanted, tu vois, donc j'aurais préféré qu'elle le mette en allemand. Je sais pas, je me souviens, mon allemand est trop loin pour que je puisse le traduire en allemand, mais ça aurait été bien qu'elle le mette en allemand puisque les 2 instrigues se passent en Allemagne, mais voilà. Mais le contenu était là, c'était avis de recherche des personnages et t'as un déballage en fait de ces liens avec les autres, etc. Il y en a un autre qui a fait des enveloppes totalement anonymes dans lesquelles en fait une type document classé secret. T'avais une boîte d'archives, tu vois, que tu peux trouver par exemple sur des rayonnages d'archives dans des établissements tu vois, carcéraux ou ce genre de trucs. T'avais des petites cartes d'identité laissées passer, tu vois, pour les juifs pendant l'occupation ou pendant pendant les occupations allemandes. T'avais une espèce de tableau qui s'ouvre comme ça avec un diptyque sur l'ami retrouvé, un volet sur l'ami retrouvé, un volet sur inconnu à cette adresse. Voilà, il y avait des trucs qui étaient ultra créatifs, vraiment. J'ai eu quelques élèves qui se sont pas forcément autorisés à faire des trucs incroyables, mais je pense que c'est peut-être plus par souci de créativité et qu'ils ont pas trouvé le truc qui les différencierait des autres vraiment, et ils se sont dit bon, je fais un truc très très bien, mais ce sera quand même dans un petit carnet ou dans une feuille double, voilà. Et ils sont peut-être pas autorisés encore pour une première fois, et peut-être de voir jusqu'où d'autres ont été, ça les inspirera pour une prochaine. Ou c'est peut-être, tu vois, on en parlait aussi en préparant l'épisode, des élèves pour lesquels, au fur et à mesure de la conception, avec jusqu'au jour plus 7 du rendu, les accompagner dans
tu pourrais peut-être faire ça, tu vois. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas, tiens, bah là j'ai un vieux truc qui traîne, tu veux pas qu'on utilise ce vieux classeur là que j'ai dans mon armoire pour en faire un truc, je sais pas, un registre, et tu vois, les accompagner encore. Bon, après, là, effectivement, tu as l'étalon de temps qui rentre en considération. Ça aurait été une option, et c'est une option qu'on peut garder pour certains élèves qu'on identifie. On se dit, eux, comment je peux les accompagner sur la durée du processus pour pouvoir les faire avancer dans leur créativité. Ça, c'est un truc à avoir en tête. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et par rapport aux élèves qui sont d'habitude les plus en difficulté, quelle différence il y a pu avoir? Les élèves qui sont le plus en difficulté d'habitude, c'est par rapport à la réussite à s'exprimer et à formuler, en fait, et notamment à développer une pensée du général vers l'implicite, en explicitant justement ce qui doit être explicité, faire des hypothèses de lecture. Là, il y avait un critère sur je fais des hypothèses de lecture. Enfin, c'était pas un critère d'ailleurs, c'était une compétence que je leur ai dit. J'aimerais bien que cette compétence-là, on la développe ensemble. Est-ce que tu es capable de faire des hypothèses de lecture par rapport à l'implicite, tu vois, notamment, c'est un gros morceau attendu en 3e. Et du coup, moi, on a matérialisé ça en termes de points sur 2 points. Je propose des hypothèses de lecture. Et ces élèves-là, je pense qu'avec la façon qu'ils avaient de mettre en lumière les personnages au sein des intrigues des 2 romans respectifs, ils étaient plus à même de pouvoir faire ces hypothèses-là qu'on avait... Alors attention, on avait déjà tiré un fil en classe, tu vois. Et je pense que c'est là-dessus vraiment qu'ils ont réussi à marquer des points. En l'occurrence... Ces élèves-là qui sont faibles, par exemple, par rapport à la maîtrise du lexique ou de la syntaxe, de l'expression, etc., ils ont aussi compris qu'il fallait qu'ils aient un regard un peu documentaire sur la chose, qui ne les autorisait pas à raconter un truc comme ils le raconteraient dans une copie. Tu vois, souvent, en 3e, quand tu corriges le brevet ou que tu as des élèves qui vont te tutoyer dans les copies ou qui vont utiliser des syntaxes très orales ou des espèces d'idiomes très, très oraux, etc. Alors que là, justement, tu avais un truc qui était documentaire, mais assez factuel, et ça filtrait beaucoup ce truc-là. Et je pense que ça, c'était vraiment aussi une plus-value. Et là, dans les notations, du coup, ça a donné... Et au final, pour l'instant, sur mes élèves les plus faibles, je suis autour de ça. Je suis sur une fourchette entre 9 et 11. Ouais, c'est parce que tu me disais en plus quand on a préparé que c'est des élèves qui habituellement sont plutôt sur du 5, moins, des fois, tu vois. Ouais. Donc, il y a un vrai impact, et puis ça va les motiver, les encourager. On parlait de développer un sentiment de compétence, en fait, de se rendre compte que oui, en fait, j'ai des talents, je peux aussi m'améliorer, je peux faire attention à certains points pour pouvoir aller chercher les points et pouvoir développer certaines compétences que j'ai peut-être un peu moins, mais sur lesquelles ça y est, j'ai compris, j'ai fait le barème, j'ai établi les critères, donc je sais où je vais mettre mon attention. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, quels apprentissages, toi, tu en gardes pour ta pratique? C'est-à-dire, si on prend un peu de recul par rapport au dispositif en lui-même, qu'est-ce qu'on pourrait transférer? Enfin, comment, toi, tu transférerais les éléments qui ont bien fonctionné là, dans ce dispositif, dans ce projet-là? Comment tu pourrais les transférer au quotidien? Qu'est-ce que tu gardes comme principe? Même si tu n'es pas en mesure à chaque fois de proposer un gros projet comme ça, hyper créatif, etc. Quoique tu disais que finalement, ça ne te prenait pas forcément beaucoup plus de temps en termes de correction, et qu'en plus, les élèves, tu vois, en 7 jours, et ils étaient tellement motivés qu'ils l'ont fait, quoi. T'as tout, quoi. Donc, on laisse de côté la partie créativité. Qu'est-ce que tu pourrais transférer au quotidien, dont d'autres collègues pourraient s'emparer dans leur quotidien? Ce que je retiens de tout ça, ce que je pense que c'est l'objet de ta question, c'est vraiment essayer de ne pas se mettre de barrière. Essayer de ne pas se brider en se disant mais pourquoi j'essaierais pas ça, en fait? On peut faire des trucs incroyables, en fait, avec les élèves. Pourquoi on fait pas ça, tu vois? Il n'y a pas besoin d'être PE, tu vois. Et moi, j'ai formé des PE, j'ai été observateur dans des classes, etc. J'ai vu à quel point déjà ils maîtrisaient leur environnement en termes de créativité, de création, etc. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait on s'enferme sur des espèces de clichés, et pourquoi on ne pourrait pas faire ça au collège, même au lycée, tu vois? Bon, alors, le lycée, je maîtrise moins, mais au collège, en l'occurrence, les élèves sont demandeurs, tu vois, c'est sûr. Et je pense que vraiment, il faut arrêter de se dire, voilà, par exemple, moi, tu vois, je leur dis, là, je reviens sur la lecture, un livre lu n'est pas forcément un livre évalué, quoi, tu vois.
Ou alors, comment je vais l'évaluer ? Je vais l'évaluer différemment, tu vois. Et un livre évalué n'est pas forcément un livre lu, parce que tu vois, tout à l'heure, là, pour le coup, oui. des élèves, ils ont pu aller faire des recherches, se documenter, même si tu n'as pas lu le livre en entier, tu es quand même capable d'avoir une réflexion sur son contenu, etc. Ouais. Et on revient sur le lâcher-prise, parce que finalement, là, tu vois, je m'en fiche un peu, enfin, je m'en fiche beaucoup plus que le jour où je disais, allez, aujourd'hui, évaluation, 55 minutes, et vous me racontez, je l'ai jamais fait comme ça, mais contrôle de lecture, qu'est-ce qui se passe, telle page, tel chapitre, est-ce que tu peux raconter, tu vois ? Alors que là, le gamin, il a peut-être pas fini, ou alors il a peut-être même pas lu le livre qu'il a pourtant acheté, qui est chez lui, mais en fait, il va connaître le livre maintenant, parce qu'il a fait ses recherches, il se l'est approprié, tu vois ? Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver d'autres biais. Je pense que c'est vraiment, en fait, finalement, cet épisode, il est vraiment lié à l'idée du lâcher-prise. C'est ça qui m'a permis de réfléchir comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux m'autoriser ? Qu'est-ce que je peux leur autoriser ? Comment je peux me l'autoriser ? Et surtout, faire fi du reste, en fait. Finalement, le résultat, c'est une note dans leur bulletin, ça va leur faire plaisir, mais c'est presque anecdotique par rapport aux résultats concrets. Tu vois, ils vont pouvoir dire « Ah, monsieur, l'année dernière, on avait fait ça, je me souviens, tu vois. » Ou le ramener chez eux, le montrer à leurs parents. Enfin, c'est pas le même relationnel. Enfin, je sais pas, t'as peut-être eu ça, cette angoisse de ramener la note à la maison avec tes parents à l'époque qui signaient les contrôles. Enfin, moi, je me souviens. Alors que là, tu sais que quoi qu'il arrive, tu t'es investi, en fait. Tu as fait le truc, tu l'as fait à fond, du mieux que tu pouvais. Et donc, et puis, tu sais à quoi t'attendre en fonction du barème et des critères. Exactement. Donc, forcément, le retour de la note, en fait, c'est un vrai, j'allais dire retour sur investissement, mais une vraie plus-value où ça te permet juste de mieux rebondir. Tu sais qu'en te donnant au max là-dessus, tu as réussi à voir ça et tu vois encore mieux ce qui te reste à faire et le chemin qui te reste à parcourir. C'est ça, ouais, tout à fait. Ok, moi ce que je retiens, en tout cas de tout ce que tu as mis en place là, c'est le dernier mot là que tu as utilisé, cette question d'autorisation, c'est de s'autoriser soi, d'autoriser les élèves, de laisser, de créer de l'ouverture et puis d'engager les élèves en termes de métacognition sur la création de la consigne, sur s'emparer des critères de réussite, créer un barème, que ça fasse sens, et puis ensuite de pouvoir aller utiliser leur talent, changer de forme en fait, sortir de cette forme, de ce formatage scolaire et de la forme attendue pour pouvoir se dire que en fait, je peux mettre en avant mes talents et produire quelque chose, être motivé, le faire, et que finalement, on voit que ça a eu un impact sur l'enrôlement de tes élèves, leur motivation, le timing de rendu, où finalement, ils auront tous rendu en temps et en heure, et qu'en plus, en fait, même les élèves qui d'habitude sont un peu en difficulté, quelle que soit leur difficulté, mais en tout cas, ça les a motivés. Ils n'ont pas l'appétence de travail, là pour le coup, ils l'avaient, et je pense que cet élan collectif les a aussi incités. Bon, c'est top. Ouais, c'est cool. Je crois qu'on a fait le tour. Enfin, on pourrait encore en parler pendant 2 heures, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a parlé 1 heure de préparation avant de commencer l'épisode et qu'on en avait déjà parlé 45 minutes un autre jour. Puis on s'était dit qu'on essaierait de faire un épisode de 30 minutes à peu près. Donc voilà. Mais en fait, c'est chouette parce que du coup, ça donne un autre regard aussi sur ce que les élèves sont capables de faire, sur comment on peut leur laisser mettre un peu de créativité dans tout ça et sans que ça nous empêche d'évaluer et peut-être même d'aller vers une évaluation encore plus qualitative et précise, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Bon, je te remercie. Mais avec plaisir. Le plaisir était pour moi, surtout. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Greg sur Instagram sur le compte Lire c'est grandir, lire _ la lettre C _ grandir. Et vous pouvez réagir et commenter sous les posts dédiés à cet épisode sur les réseaux sociaux ou sur le site mestrucsdeprof.fr. Pensez à attribuer le plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour faire connaître le podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Na, na.